Alors, donc nous voici dans le système hormonal. Avant de passer au premier chapitre, donc avec les corticostéroïdes, ici j'ai juste fait un petit schéma pour essayer un peu que vous compreniez comment fonctionne ce système d'hormones au niveau de l'organisme. Ceci n'est absolument pas à retenir, c'est parce que ça va vous permettre de comprendre certaines choses dont je vais parler dans la suite du système hormonal. Donc, au niveau donc, du système nerveux, il y a l'hypothalamus et l'hypophyse qui sont en fait deux glandes qui vont réguler la production de différentes hormones par des organes. Ok. Donc, par exemple, en tout premier lieu, on va parler des corticostéroïdes, qui sont en fait des hormones qui sont produites par les glandes surrénales, donc qui se trouvent au-dessus des reins. Mais c'est la principale donc, hormone ici dont on va parler, c'est le cortisol, dont on a fait plein de dérivés synthétiques, donc qu'on utilise en pharmacie, que vous avez déjà vu les corticoïdes, que ce soit dans les préparations magistrales à usage dermato. On en a parlé dans le système respiratoire, dans les puffs pour l'asthme en traitement de fond, dans les sprays pour le nez et pour le traitement de la rhinite allergique, enfin soit. Donc tous ces dérivés de cortisone en officine, on les utilise assez souvent. Mais donc il faut savoir que nos reins, enfin nos glandes surrénales, produisent du cortisol. Ça va. Et cette production, on verra un petit peu plus loin, en fait, elle est faite principalement tous les matins. Et c'est pour ça que quand on prend des dérivés de corticoïdes, comme par exemple un que vous connaissez sûrement qui est le Medrol, ben on dit toujours que la prise doit se faire le matin. Comme ça, on respecte le cycle naturel de la production de cortisone, si vous voulez. Ça va, c'est pour ne pas venir tout chambouler. Mais donc, quand il n'y a pas assez de cortisol qui est produit par les glandes surrénales, ben, il y a une information qui est envoyée à l'hypothalamus pour dire ah ben vas-y, hypothalamus, sécrète ton hormone qu'on appelle CRF. Ça va venir stimuler l'hypophyse qui va elle-même sécréter sa propre hormone qu'on appelle ACTH, qui elle va venir, stimuler les glandes surrénales pour produire le cortisol. Et le cortisol, la cortisone, on va le voir donc dans le chapitre juste après, ce sont des hormones qui agissent sur énormément de tissus et c'est pour ça que quand vous allez prendre un corticoïde péros par voie ou par voie systémique en injection aussi, ça va donner énormément d'effets. Trop de cortisol dans le sang, eh ben, il va y avoir un message qui va être apporté à l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est ce qu'on appelle le fameux feedback négatif pour dire arrêtez hypothalamus, arrêtez hypophyse de sécréter vos hormones pour ne plus stimuler les surrénales à produire le cortisol. Vous voyez, donc il y a toujours un contrôle. Si on a trop dans le sang, l'hypothalamus et l'hypophyse arrêtent de stimuler et à l'inverse, si on n'a pas assez, le message est envoyé à l'hypothalamus et l'hypophyse pour augmenter la sécrétion. Ça va? Et alors, il y a le même système au niveau des organes sexuels. Donc les organes sexuels, on va voir, vont synthétiser des hormones comme les oestrogènes, de la progestérone, des androgènes, donc les hormones mâles. Ces hormones-là vont aussi agir d'une part sur les organes sexuels, mais aussi sur plein d'autres tissus. C'est ça qui fait aussi que à la puberté, il y a le corps qui change, etc. Mais donc pareil, ces hormones-là qui sont sécrétées par les organes sexuels, elles vont être régulées aussi par l'hypothalamus et l'hypophyse. Et chaque fois, c'est des hormones bien spécifiques. Donc ici, pour l'hypothalamus, il va sécréter la LHRH qui va stimuler l'hypophyse, qui va sécréter deux types d'hormones qui, elles, vont venir engendrer la sécrétion donc, d'hormones sexuelles par les organes sexuels. Et pareil pour la thyroïde. Donc l'hypothalamus, là, il doit produire une hormone qu'on appelle la TRH. Ça stimule l'hypophyse qui va sécréter une hormone qu'on appelle la TSH et celle-ci agit au niveau de la thyroïde pour produire donc les T3 et T4 qui elles aussi agissent sur énormément de tissus. C'est pour ça que quand on est en hypo, donc pas assez d'hormones thyroïdiennes ou hyper thyroïdie, trop d'hormones thyroïdiennes, mais il y a énormément de symptômes, ça agit sur tout notre corps, donc on a plein de symptômes qui nous montrent qu'on est en hypo ou en hyperthyroïdie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire pour bien montrer que ce sont l'hypothalamus et l'hypophyse qui viennent donc au niveau de différents organes, d'une part les reins, les organes sexuels, la thyroïde par exemple, mais permettent de réguler la production donc des hormones par ces différents organes.
Ok. Donc ça, cette première dia-là est à titre d'info, mais ça va vous permettre de comprendre certaines choses par la suite. Donc, premier chapitre, c'est les corticostéroïdes. Donc, on l'a dit, ces hormones-là sont sécrétées par les glandes surrénales. Et alors, on distingue ce qu'on appelle les glucocorticoïdes des minéralocorticoïdes. Donc, ça, retenez qu'il y a deux sortes, mais nous, de manière générale, on parlera des corticostéroïdes. Donc, glucocorticoïdes, c'est ceux qui, parmi les corticostéroïdes, ont une action anti-inflammatoire forte. Ça va ? Et donc l'exemple cortisol qui est produit par les glandes surrénales a cette action glucocorticoïde. Et on parle de minéralocorticoïdes quand ça agit en fait, minéralo, c'est pour montrer que ça provoque une rétention de sodium et donc une rétention d'eau. Et on avait déjà parlé de l'aldostérone dans le système cardiovasculaire, si vous vous souvenez, allez revoir le schéma qu'on avait vu pour les médicaments antihypertenseurs qui appartenaient aux IECA. On avait vu donc qu'ils empêchaient la sécrétion d'aldostérone et donc du coup il n'y avait pas de rétention de sodium par rétention d'eau et ça permettait de diminuer la tension artérielle. Donc tout ce qui a une action minéralocorticoïde, ça provoque une rétention d'eau. Ça va ? Et alors, les surrénales produisent aussi de l'adrénaline, de la noradrénaline. Elles produisent aussi un petit peu d'androgène. Mais donc, vous ayez en tête que dans les corticoïdes, il y a deux catégories. Celles qui ont vraiment une action anti-inflammatoire et celles qui agissent au niveau de la rétention d'eau. Et certains corticostéroïdes ont un petit peu des deux actions. Ça va ? Alors, oui, ici j'avais remis le schéma pour vous montrer parce que la rénine, on en avait parlé aussi au niveau du système cardiovasculaire dans le fameux schéma des IECA. Donc la rénine, elle permet aussi de faire ce fameux rétrocontrôle, enfin feedback négatif pour quand il y a trop d'hormones au niveau sanguin. Ça va ? Alors, les effets des corticostéroïdes. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Okay ? Donc les corticostéroïdes ont une action anti-inflammatoire et immunosuppresseur, donc ils diminuent les réactions immunitaires. Alors ça peut être bien dans certaines catégories. Exemple, si on a fait une transplantation d'organes, ben, c'est bien de diminuer le système immunitaire pour pas qu'il pense que c'est un organe étranger et le rejette. Mais par contre, si on prend ça hors transplantation d'organes, ben, ça diminue notre immunité, on est plus à risque d'infection. Vous voyez ? Ça provoque une rétention de sodium, je l'ai dit juste au-dessus, à cause de cette action donc minéralocorticoïde. Il y aura une fuite de potassium, également une perte de calcium. Ça joue sur donc, les lipides et les glucides, ça augmente donc, la glycémie et ça augmente la cholestérolémie. Ça entraîne une dégradation des protéines. Ça a une action anti-allergique. On en avait déjà parlé d'ailleurs quand on avait vu le système immunitaire l'année passée. Quand on avait vu la réaction, le choc anaphylactique, je vous avais dit, donner juste un anti-allergique, ce ne sera pas suffisant, il faudra avoir recours aux corticostéroïdes. Ben voilà, il y a des injections qui se font pour avoir cette forte action anti-allergique. Ça peut donner une atrophie des surrénales en cas d'usage chronique. En fait, et là je reviens ici, si vous donnez un corticoïde Péros, exemple du Médrol, vous en donnez beaucoup pendant longtemps, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir beaucoup de cortisone au niveau sanguin. Donc ça va envoyer le message à l'hypothalamus et l'hypophyse qu'il faut stopper la sécrétion de toutes ces hormones parce qu'il y en a déjà beaucoup au niveau sanguin. Mais du coup, les glandes surrénales, comme on leur donne le message qu'il ne faut plus sécréter de cortisol, ce qui est l'hormone naturelle, mais comme elles ont le message de ne plus en sécréter, elles peuvent s'atrophier, ça veut dire diminuer de volume parce que, en gros, entre guillemets, elles ne servent plus à rien puisqu'on leur amène du Médrol, de la cortico par Péros. C'est pour ça qu'on verra que quand on va arrêter un traitement de corticopéros qui a duré longtemps, il faudra l'arrêter progressivement pour que progressivement les glandes surrénales comprennent « Ah, il n'y a plus de cortisone au niveau sanguin, en tout cas de moins en moins, il faut que je recommence à travailler et que je commence à reproduire mon cortisol moi-même. » Ça va ? Alors, au niveau de l'estomac, ça augmente la sécrétion d'HCl, ça diminue le mucus protecteur, donc du coup, il y a plus de risque d'ulcère. Ça peut augmenter l'appétit, les corticostéroïdes. Ça peut donner de l'euphorie, voire de l'anxiété, donc ça dépend un peu des personnes. Et alors, comme il y a une rétention d'eau au niveau des yeux, ça peut provoquer un glaucome, qui est une hypertension dans l'œil, et aussi la cataracte, qui est l'opacification du cristal.
Donc moi je vous conseille de retenir tous ces effets secondaires, les effets des corticostéroïdes, de les retenir par cœur. Et de là, vous allez déduire les effets secondaires et les indications qui sont dans votre cours. Ça viendra tout seul, comme ça vous ne devez pas retenir et les effets secondaires, plus les indications, ça fait beaucoup. Donc je vous montre. Si les corticos ont comme effet une action anti-inflammatoire et immunosuppresseur, comme effet secondaire, on aura diminution de la résistance aux infections. Okay, mais ça permettra de traiter les maladies auto-immunes et ou inflammatoires. Deuxième effet, on a dit que ça donnait de la rétention de sodium. La rétention de sodium, ça va faire une rétention d'eau, c'est ce qu'on appelle une rétention hydrosodée. Du coup, il va y avoir des gonflements, des œdèmes, et du coup, la pression artérielle peut augmenter. Ça va ? Troisième effet, ça donne une fuite de potassium. La fuite de potassium, ça donne une faiblesse musculaire et des troubles du rythme cardiaque. La prise de poids, j'ai oublié de la dire, c'est dû au fait que ça donne une rétention hydrosodée, c'est ça qui fait qu'on a une prise de poids. Élimination de calcium, si on élimine de calcium, les os sont plus fragiles et il peut y avoir un retard de croissance chez l'enfant. Ceci, ostéoporose et retard de croissance, est aussi dû à une dégradation des protéines. Ça va ? Hyperglycémie, hypercholestérolémie, ça c'est tel quel les effets secondaires. Atrophie surrénalienne, je vous l'ai expliqué, si c'est en usage chronique. On a vu au niveau de l'estomac que ça augmente la sécrétion d'HCl, ça diminue le mucus protecteur, donc on aura plus de risque d'ulcère, surtout si on associe ça à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Exemple, si la personne prend du Neuronfen en vente libre à côté. On a dit que les symptômes psychiques pouvaient être variables en fonction de la personne. Et au niveau oculaire, qui pouvaient avoir cataracte et glaucome. Donc vous voyez, tous les effets secondaires là, vous pouvez les déduire sur base des effets que font les corticostéroïdes. Et donc pareil pour les indications, je reviens dessus. Donc on a dit, si c'est anti-inflammatoire, ça permet de traiter des inflammations. Si c'est immunosuppresseur, ça permet de traiter des maladies auto-immunes ou ça permet d'avoir une immunosuppression après une transplantation. On a vu que l'action anti-allergique, ça permettait de traiter les chocs anaphylactiques. Tout ce qui est action anti-inflammatoire, on l'a déjà vu dans l'asthme et la BPCO, c'est le traitement de fond. On l'a vu dans la rhinite allergique, en spray, c'est le traitement de fond aussi. Et en dermato, on le verra plus tard, l'effet anti-inflammatoire est utilisé par exemple pour l'eczéma, le psoriasis, etc. Ok ? Donc vraiment, retenez ça et déduisez tout le reste. Syndrome de Cushing, ça je vous ai pas demandé de le retenir, c'est un syndrome qui est présent quand on sécrète trop de cortisol, mais ça je passe. Alors je reviens ici dessus. Du coup, point suivant, donc le traitement, on l'a vu, il y a énormément d'effets secondaires, donc toujours la posologie sera aussi basse et courte que possible. C'est pas des traitements, en tout cas dans la plupart du temps, qu'on prend sur de très longues durées. Si on prend ça pendant un moment, on a vu, il faudra réduire progressivement les doses pour éviter, pour donner l'info aux glandes surrénales qu'il va falloir qu'elles recommencent à travailler. Pour respecter le rythme circadien, ça veut dire le rythme propre au corps qui est de synthétiser du cortisol toutes les 24 heures, la prise péros de corticostéroïdes se fera en une prise le matin pour respecter ce cycle-là. Alors les doses, il n'y a pas de posologie à retenir puisque c'est tellement variable en fonction des indications des corticos. Par contre, quand vous délivrez des corticostéroïdes, il faut dire à la personne d'éviter, donc par exemple de prendre du Neuronfen si elle aurait ça chez elle, puisque ça peut venir augmenter les effets secondaires des corticos. Et s'il y a de la fièvre, des troubles de la vision ou des gonflements par exemple au niveau des chevilles, ça signe peut-être que les corticos sont trop dosés et donc il faut renvoyer chez le médecin pour voir si on ne peut pas diminuer la posologie. Tout ce qui est corticostéroïdes, donc ce sont des hormones, c'est pour ça que c'est dans l'armoire poison, donc rangé en MR. Alors ici, je vous ai mis un petit dessin, ici c'est un Medrol 4 mg. Tous les comprimés, en tout cas sous forme de comprimés, les corticos, ils sont très souvent sécables en 4 parce qu'on sait qu'il faut réduire progressivement les doses et donc ça facilite les choses. La personne va devoir prendre des demi-comprimés puis des quarts de comprimés avant d'arrêter totalement. Donc voilà pour les corticostéroïdes. Alors, j'arrive à la thyroïde. Donc la thyroïde qui synthétise donc les hormones thyroïdiennes T3, T4 qui vont agir sur énormément de tissus. Et donc, si on a trop d'hormones thyroïdiennes, comme effet secondaire, en fait, il faut s'imaginer, tiens, si j'ai mon système gastro-intestinal qui marche de trop,
qu'est-ce que je vais avoir? De la diarrhée. Si au niveau du cœur, je suis trop stimulée, qu'est-ce que je vais avoir? Tachycardie. Au niveau du système nerveux, si je suis il y a trop, ben je vais être excitée, j'aurai des problèmes pour dormir, donc j'aurai des problèmes d'insomnie. Comme je suis surexcitée, ben, il y a une perte de poids, une perte de calories. Ça va? Tout ça sont les symptômes de l'hyperthyroïdie. Et donc il y a 2 médicaments qui peuvent être utilisés, l'un ou l'autre, c'est le propylthiouracil ou strumazole. De nouveau, ce sont des médicaments donc rangés dans l'armoire poison. Et ces médicaments-ci peuvent avoir comme effet secondaire de la granulocytose. En fait, ça diminue les globules blancs qui sont justement responsables de l'immunité. Et donc, si on n'a pas assez de globules blancs et que notre immunité diminue, il peut y avoir des infections qui arrivent. Et donc, un premier signe, ce serait de la fièvre. C'est pour ça qu'il faut alors renvoyer chez le médecin, parce que du coup, le médecin doit voir ce qu'il peut faire à ce niveau-là, peut-être diminuer les doses. À l'inverse, l'hypothyroïdie, donc on ne synthétise pas, notre thyroïde ne synthétise pas assez d'hormones thyroïdiennes, ben, les symptômes, c'est l'inverse. Tout est mis au repos, entre guillemets. Donc, système gastro-intestinal, je serai constipée. Au niveau cardiaque, j'aurai de la bradycardie. Je suis fatiguée, je suis un peu déprimée, je prends du poids, je fais rien, je bouge pas. Ça va, donc à ce moment-là, c'est 2 médicaments qui peuvent être donnés, donc de nouveau l'un ou l'autre, Euthyrox ou L-thyroxine. Attention, donc pour chacune de ces 2 spécialités, il y a plein de dosages différents, donc ne vous trompez pas, n'allez pas trop vite. Et c'est dosé en microgrammes. Ça va? Et ici, mettre MCG pour microgrammes sur les boîtes. Alors la prise se fait chaque fois donc le matin à jeun, donc un bon 30 minutes avant de déjeuner. Et le dosage de la prise du matin va évoluer avec les prises de sang. Au début, on fait des prises de sang assez régulièrement. Et puis une fois que la prise de sang est bonne, ben, on va garder le même dosage, ça va. Mais ne soyez pas étonnés, des fois on associe certains dosages si on ne sait pas trouver exactement ce qu'on veut avec toutes les posologies, enfin avec tous les dosages ici qui sont présents, ça arrive aussi, où il y en a qui ont, je sais pas moi par exemple, 75 le lundi, 50 le mardi, et ainsi de suite, ils continuent, 75 puis 50, ça dépend un peu de la prise de sang. Ça va? Donc au début, quand on commence un traitement pour l'hypothyroïdie, c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'au début, la posologie change souvent. Alors, il faut vous dire que si c'est trop dosé, mais les effets secondaires de ces médicaments-là, c'est en cas de surdosage que ça arrivera. Et les symptômes qu'on aura, ben, ce sont en fait les symptômes de l'hyperthyroïdie. Ça va? Puisque si on prend ces médicaments-là à l'excès, ça donnera seulement à ce moment-là des effets secondaires et ce sera les symptômes d'une hyperthyroïdie parce qu'on aurait trop d'hormones thyroïdiennes. Et enfin, dernier, calcitonine. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose à retenir. Ce sont des injections qui sont au frigo. Attention, il y a 2 dosages, donc ne vous trompez pas quand vous prenez les boîtes. Les 2 indications, c'est pour la maladie de Paget, qui est en fait une maladie qui entraîne une fragilité, une déformation des os, et pour l'hypercalcémie. Donc en fait, ce médicament-là, il permet une meilleure fixation du calcium sur les os et il diminue le taux de calcium dans le sang. Et donc c'est pour ça que ce sont les 2 principales indications. Mais bon, ceci est moins fréquent. Ce qui est plus important dans ce chapitre-ci, c'est les hormones thyroïdiennes, surtout pour l'hypothyroïdie, parce que c'est ça qui sort le plus. Hein, L-thyroxine, Euthyrox, je pense que vous avez déjà tous vu ces médicaments-là sortir. Et alors les corticostéroïdes, ça c'est vraiment un gros tuyau, bien savoir tous les effets et savoir déduire du coup les effets secondaires et les indications. Parce que les corticos, on l'a vu, ils reviennent dans plein de chapitres. Ça va, ils ont vraiment plein d'utilité. Ok ?